Dans cette leçon, nous allons aborder l'interface de départ. L'interface de départ s'active automatiquement au lancement du logiciel. Cette interface est organisée en deux parties. La partie de gauche permet d'ouvrir ou de créer des nouveaux modèles et familles. Il est également possible d'accéder à des fichiers récents et du contenu sur BIM 360. Dans la partie de droite, il est possible d'accéder à des modèles et des familles récemment utilisés. Ces différents fichiers sont organisés par ordre chronologique. En partie basse, il est possible d'accéder à des fonctionnalités et de l'aide en ligne. En partie haute à droite, il est possible de se connecter et d'accéder également à ces fonctionnalités d'aide en ligne. Pour terminer, la flèche et l'icône d'accueil permettent d'accéder à l'interface de projet. Les fonctionnalités de cette interface de projet sont actuellement grisées, donc elles sont inactives, étant donné qu'il n'y a aucun projet, gabarit ou famille chargé dans l'interface. Pour revenir dans l'interface de départ, il est possible de cliquer à nouveau sur le bouton d'accueil. Dans cette leçon, nous allons ouvrir un exercice de démonstration. L'exercice se trouve dans le dossier du chapitre 3. C'est un exercice qui porte le nom de 3.1 Navigation. Donc nous pouvons ouvrir un modèle. Nous allons naviguer jusqu'au dossier de la formation. Dans le dossier de la formation, nous allons sélectionner 03 Mécanique Interface. À l'intérieur de ce dossier, nous pouvons sélectionner 3.1 Exercice de navigation et nous pouvons enfin ouvrir le fichier du même nom. Une fois l'exercice chargé, si vous revenez dans l'espace d'accueil, vous allez observer le fichier en tête de liste des modèles récemment utilisés. Pour revenir à l'interface de projet, je peux réappuyer sur la flèche ou alors sur le bouton d'accueil. Dans cette leçon, nous allons présenter l'interface de projet. L'interface de projet s'organise en trois parties, la partie haute, la partie intermédiaire et la partie basse. En partie haute, nous allons retrouver la barre d'outils d'accès rapide. Cette barre nous permet de positionner des outils et d'y accéder facilement et rapidement. Le ruban reprend l'ensemble des outils utiles organisés sous forme d'onglets et de sections. Si le ruban n'est pas complètement visible, il est possible à l'aide du bouton réduire en bouton de groupe de fonctions d'alterner les modes d'affichage du ruban. Pour cette formation, il est recommandé d'activer l'ensemble des informations du ruban. La partie centrale de l'interface est composée des palettes de propriétés et d'arborescence du projet. Les propriétés reprennent l'ensemble des informations des éléments sélectionnés ou de la vue en cours d'utilisation. L'arborescence reprend l'ensemble des informations disponibles dans le projet. Cette arborescence est organisée en fonction des vues du projet, les légendes, les nomenclatures, les feuilles, les familles, les groupes et les liens Revit. Nous verrons dans le cadre de la formation qu'il est possible de personnaliser le mode d'affichage des informations à l'intérieur de ces différents groupes. La partie centrale va reprendre par défaut l'ensemble des feuilles, vues, légendes, nomenclatures, tous les livrables qui vont être préparés dans le projet. En partie basse, nous allons retrouver des informations et des instructions en fonction des outils en utilisation. Nous allons retrouver également des outils collaboratifs ainsi que des outils avancés tels que les variantes. En partie inférieure droite, nous allons retrouver un ensemble d'outils d'amélioration de la sélection. Dans cette leçon, nous allons voir comment réactiver ou activer les palettes de propriétés et d'arborescence dans le cas où elles ne seraient pas visibles ou qu'elles auraient été fermées. Nous allons ensuite voir comment les repositionner dans notre interface de projet. Pour cette leçon, nous allons par exemple fermer les propriétés et l'arborescence. Et pour les réactiver, nous allons aller dans l'onglet Vue du ruban, dans la section Fenêtres. Nous allons trouver tout à droite Interface utilisateur. Cette interface va nous permettre d'ouvrir un menu déroulant qui nous donnera la possibilité de réactiver l'arborescence du projet et les propriétés. Une fois nos deux palettes à nouveau en place, nous allons pouvoir les repositionner. Alors nous pourrions par exemple positionner les propriétés sur la gauche et l'arborescence du projet sur la droite. Nous pouvons pour ce faire sélectionner la palette à l'aide de son titre, faire un clic gauche et glisser la souris. Lorsque nous lâchons le clic gauche de la souris, la palette va devenir flottante.
Une palette flottante permet par exemple de disposer l'ensemble de ces informations sur un deuxième écran. Pour placer l'arborescence sur le côté droit de l'interface, nous allons sélectionner son titre avec le bouton gauche de notre souris, nous allons faire un glisser et en fait ce n'est pas la barre de titre qui doit s'aligner avec le bord droit de notre interface, c'est le curseur de la souris. Donc le curseur de la souris doit aller toucher le côté droit de l'interface et là un rectangle bleu va apparaître, ce qui nous témoigne en fait de la future position de la palette d'arborescence. En lâchant le clic gauche, la palette d'arborescence va automatiquement se positionner. Il est possible de redimensionner la palette en utilisant chacun de ces bords. Ça va nous permettre de la réduire dans notre interface. On peut également faire la même chose avec la palette des propriétés. Il est possible de placer la palette de propriétés et d'arborescence côte à côte. Pour ce faire, nous allons sélectionner le titre de l'arborescence et nous allons amener le curseur de notre souris sur le côté droit de la palette des propriétés. Nous allons pouvoir lâcher, ce qui va disposer la palette de propriétés et la palette d'arborescence côte à côte. Nous pouvons également les superposer. Nous pouvons par exemple prendre le titre de la palette d'arborescence et aller survoler le cadre des propriétés. Donc on a une première possibilité qui nous propose de disposer les deux palettes l'une sur l'autre. Nous disposons aussi d'une possibilité qui nous permet de les superposer complètement. Donc pour ce faire, vous prenez à nouveau le titre de la palette d'arborescence et nous allons en fait la positionner sur le titre des propriétés. Nos deux palettes sont maintenant superposées et nous pouvons naviguer de l'une à l'autre à l'aide des onglets en bas des menus. Pour cette formation, nous allons repositionner la palette d'arborescence du côté droit de l'interface. Pour ce faire, vous allez sélectionner l'onglet de la palette d'arborescence et nous allons pouvoir le repositionner à l'aide du curseur du côté droit de notre interface. Dans cette leçon, nous allons parler de l'affichage dynamique d'informations et également de la réactivité du menu modifié. Lorsque vous survolez une information avec votre souris, vous allez voir au bas du curseur une information qui vous indique le type d'élément qui est survolé. Vous avez également cette information au bas à gauche de votre interface. Donc on le voit par exemple ici, c'est une note textuelle, un texte 2.5 mm Arial. Si vous sélectionnez un élément de modèle, automatiquement dans le ruban, vous allez voir apparaître l'onglet Modifier avec la particularité de l'élément. Donc ici, c'est Modifier note textuelle. Dans cet onglet Modifier, nous allons retrouver deux catégories d'outils de modification. La première catégorie, c'est l'ensemble des outils de modification universels. Donc ces outils seront en permanence accessibles et s'activeront pour tous les éléments de modèle sélectionnés. On peut également noter que ces outils sont sur fond gris. Du côté droit, nous allons retrouver l'ensemble des options et particularités qui sont liées à l'élément de modèle sélectionné. Ces outils sont contextuels, donc ils sont propres à l'élément sélectionné. Vous pouvez également constater que ces outils sont sur un fond vert, ce qui témoigne de leur caractère contextuel. Enfin, lorsque l'élément est désélectionné, le ruban va revenir à son état initial. Dans cette leçon, nous allons aborder les familles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une famille? Une famille est un assemblage paramétrique qui organise de l'information au sein du logiciel Revit. En d'autres termes, les familles sont tous les éléments qui constituent le projet, qu'ils soient 2D, 3D ou organisationnels. Nous allons tout d'abord retrouver des familles systèmes. Les familles systèmes sont des assemblages qui sont directement configurés dans l'espace de projet. Nous retrouvons par exemple des éléments de modèle 3D tels que des murs, des toits, des plafonds, des sols, mais également des systèmes plus avancés comme des systèmes de canalisation ou de gaines. Nous allons retrouver également des familles systèmes 2D telles que des cotes ou des dimensions. Ces cotes ou dimensions vont permettre de repérer ou de positionner des éléments de modèle dans l'espace de projet. Enfin, tous les types de vues tels que les coupes, les vues en plan, les élévations, etc. sont également des familles systèmes qui vont nous permettre de documenter de l'information directement à l'intérieur du projet. En guise de conclusion, les familles systèmes sont des assemblages paramétriques d'informations qui sont configurées directement dans le projet.
D'autre part, nous allons retrouver des familles chargeables ou chargées. Ces familles sont des assemblages qui sont créés à l'extérieur du projet et qui vont être chargés à l'intérieur de l'espace de projet pour être utilisés. Dans ces familles, nous allons retrouver par exemple des éléments de modèle 3D tels que des portes, des fenêtres, des poutres ou des équipements. Les familles chargées peuvent également être des éléments de modèle 2D tels que des étiquettes ou des symboles. Ces éléments de modèle vont nous permettre d'identifier de l'information à l'intérieur de l'espace de projet. En conclusion, les familles chargées sont des assemblages paramétriques d'informations qui sont créés en dehors du projet et qui vont être chargés afin d'être utilisés dans l'espace de projet. Pour aller plus loin dans les familles chargées, nous allons retrouver les familles chargées imbriquées. L'imbrication consiste à modéliser séparément les différents sous-éléments qui vont constituer une famille. Pour illustrer ce principe, sur la gauche, nous pourrions modéliser l'ensemble des informations d'une porte dans une seule et même famille. Le niveau d'information serait relativement simple et au niveau de la quantification, nous aurions une seule porte. A contrario, comme illustré sur le cas de figure de droite, il est possible de modéliser les différents sous-éléments dans différentes familles et de les rassembler en les imbriquant dans une seule et même famille. À ce moment-là, nous disposerons de plus d'informations et plus de possibilités pour manipuler et quantifier les différents sous-éléments. Enfin, troisième cas de figure, nous pouvons rencontrer des familles in situ. Les familles in situ sont des familles qui sont sculptées à l'intérieur du projet et qui vont être affectées à une catégorie particulière afin d'être quantifiées. Dans cette leçon, nous allons aborder les catégories. Les catégories sont des regroupements de familles qui ont une fonction identique. Nous allons par exemple retrouver une catégorie porte qui reprendra l'ensemble des familles chargées de portes, une catégorie fenêtre qui reprendra l'ensemble des familles chargées de fenêtres, mais nous pouvons également retrouver une catégorie mur par exemple qui va reprendre l'ensemble des familles systèmes de murs, ou encore des catégories de vues qui reprendront les différentes vues que nous utiliserons dans le projet. Dans cette leçon, nous allons aborder les notions d'occurrence et de type. Tout d'abord, un type est une configuration précise d'un élément de modèle paramétré. Nous avons vu précédemment que les familles sont reprises dans différentes catégories. Par exemple, une porte va se trouver dans la catégorie porte. La porte peut également avoir des paramètres de longueur et de hauteur. Le type va tout simplement fixer une valeur pour ces paramètres et permettre à l'objet de se générer suivant la configuration qui a été configurée. Enfin, les types qui découlent des familles d'éléments de modèle seront disponibles dans la bibliothèque de projet. D'autre part, dès qu'un élément de modèle d'un type particulier est créé dans le projet, il s'agit d'une occurrence. Une occurrence est donc un élément qui existe dans l'espace de projet et qui devient quantifiable. Dans cette leçon, nous allons parler des objets 3D et des matériaux. Les éléments de modèle dans le logiciel Revit ne sont pas uniquement des éléments de modèle en 3D, ils vont contenir des matériaux. Il est important de souligner que l'élément de modèle objet 3D va pouvoir contenir des informations particulières, comme par exemple ses dimensions, son épaisseur, sa structure d'assemblage, mais les matériaux vont également transporter de l'information, par exemple la résistance physique, la résistance thermique, mais également toutes les propriétés graphiques pour l'aspect et l'apparence du matériau. Dans cette leçon, nous allons aborder les gabarits de travail ou gabarits de projet. Les gabarits sont des espaces de création dans lesquels vont être préconfigurées des familles systèmes, des familles chargées, également des unités, des types de vues ou toute autre information qui sera utile à l'élaboration du projet. Dans cette leçon, nous allons naviguer dans l'arborescence du projet et nous allons ouvrir plusieurs vues en simultané dans l'interface centrale. L'arborescence du projet est organisée en fonction de sections principales qui sont natives au logiciel, donc l'utilisateur ne peut pas réorganiser ces sections principales. Nous allons retrouver vues, légendes, nomenclature, feuilles, famille, groupe et lien Revit.
À l'intérieur de ces groupes, il sera possible d'organiser l'information. Et si par exemple nous ouvrons les vues, nous allons retrouver en fait l'ensemble des informations dans les plans d'étage, plans de plafond, vue 3D, élévation, coupe et vue de dessin. La vue actuelle est une vue de départ, c'est une vue de dessin de présentation du projet. Nous pouvons également ouvrir de nouvelles vues. Pour ouvrir une nouvelle vue, nous pouvons faire un double clic gauche sur le nom de la vue. Nous pouvons également faire un clic droit et demander d'ouvrir la vue dans l'interface du projet. Nous pouvons ouvrir d'autres vues comme par exemple les élévations. Lorsque plusieurs vues sont ouvertes dans l'interface de projet, vous pouvez naviguer dans chacune de ces vues à l'aide de son onglet. Il est possible de réorganiser l'ordre des onglets des vues en le déplaçant avec le clic gauche et en glissant la souris. Enfin, pour confirmer la vue active, vous pouvez voir le nom de la vue active par défaut avec un fond blanc dans son onglet. Vous pouvez également observer en partie haute le nom du projet et également la vue active dans le projet. On peut également observer dans l'arborescence que le nom de la vue active est en gras. Et enfin, si vous regardez dans les propriétés de la vue, vous allez voir sous données d'identification le nom de la vue, donc ça vous témoigne bien de la vue active dans le projet. Pour la suite de cet exercice, nous allons conserver 4 vues et nous disposons d'outils pour organiser ces vues au centre de notre interface. Donc pour ce faire, vous allez dans l'onglet Vues et vous avez à droite la section Fenêtres et nous disposons de plusieurs outils pour organiser nos vues. De base, nos vues sont organisées en onglets. Les vues en onglet superposent l'ensemble des vues et sont accessibles à l'aide de leurs onglets. Nous pouvons également passer en mode vue en mosaïque. Cela va répartir en fait l'ensemble des vues dans notre interface. Nous pouvons utiliser un outil pour zoomer sur l'ensemble des vues. Donc ici, dans le menu de navigation que nous allons voir un petit peu plus tard, vous avez une loupe avec un cadre. Donc si je clique sur le triangle, j'ai la possibilité de choisir Zoom to Général. Et je vais recliquer avec le bouton gauche de la souris sur l'outil, ce qui va avoir pour effet de répartir l'ensemble de mes vues de manière correctement cadrée. Pour repasser en mode onglet, on peut resélectionner Vue en onglet. Nous disposons également d'un autre outil, basculer entre les fenêtres. Cet outil va nous permettre d'activer une vue en particulier. Il est particulièrement utile lorsque vous avez de nombreux onglets de vues actives dans votre projet. Et nous disposons d'un dernier outil qui est fermer inactif. Cet outil va fermer l'ensemble des fenêtres en arrière-plan pour conserver uniquement votre vue active. Pour la suite de cette formation, nous allons réouvrir 4 élévations et nous allons les redisposer en mosaïque. Alors vous pouvez également utiliser le raccourci WT. Nous allons à nouveau repositionner avec le zoom to général l'ensemble de nos vues. Et nous pouvons terminer avec le redimensionnement de ces différentes vues. Donc il est possible en fait d'attraper les limites des vues, du cadre des vues, et de les modifier. Il est possible de les modifier sur la longueur ou la largeur, ou également de les modifier unité par unité en attrapant les bords du cadre. Cette méthode de travail et ces outils de répartition des vues sont extrêmement efficaces et vont nous permettre d'observer un élément de modèle dans plusieurs vues, donc des 3D, des élévations, des plans, mais nous allons pouvoir étendre le principe à plusieurs projets. Donc il est possible d'ouvrir plusieurs projets dans une même interface et nous allons le faire dans le cadre de cette formation. Nous allons par exemple ouvrir le projet terminé en partie gauche et notre nouveau projet en partie droite. Nous verrons que cela permet de transférer des informations, mais également de consulter une information dans le projet terminé pour l'appliquer dans le nouveau projet. Enfin, je vous invite à vous familiariser dès le début avec cette méthode de travail. Cela va en effet considérablement vous aider dans votre travail quotidien avec le logiciel.
Dans cette leçon, nous allons aborder les outils de navigation des vues 2D du projet. Pour cette leçon, nous pouvons activer une vue. Petit rappel, la vue dans laquelle vous faites un clic gauche va automatiquement s'activer et vous allez voir les différents témoins qui vous indiquent bien que la vue est active. Et nous allons basculer en mode vue en onglet pour activer une seule vue. Nous disposons tout d'abord de la molette. Tourner la molette va nous permettre soit de faire un zoom en avant ou un zoom en arrière. Maintenir la molette enfoncée va nous permettre d'effectuer un pan. Nous disposons également d'outils de navigation dans le menu de navigation qui se trouve par défaut en haut à droite de l'espace central. Donc tout d'abord, nous allons retrouver un disque 2D qui nous permet d'effectuer des opérations de mouvement de zoom uniquement à l'aide de la souris. Ce disque de navigation va suivre le curseur de votre souris. Et en survolant par exemple la partie extérieure qui est pan, nous pouvons faire un clic gauche et déplacer la souris, ce qui va permettre en fait de déplacer la vue. Dès que nous relâchons le clic gauche, le disque va réapparaître. Nous avons également la possibilité d'utiliser le zoom, donc de la même manière, nous allons maintenir le clic gauche et nous allons pouvoir zoomer dans notre vue. Rembobiner nous permet de retrouver un point de vue précédent, donc ça n'a aucune incidence sur les opérations, donc on ne retourne pas en arrière sur les différentes opérations, c'est uniquement pour retrouver un point de vue précédemment utilisé. Au bas du disque, il est possible d'accéder aux options, nous verrons ces menus plus tard. Pour fermer le disque, nous pouvons appuyer sur la croix qui se trouve en partie supérieure droite. Nous disposons également d'outils de zoom. Donc si nous cliquons dans le triangle en dessous de l'outil actif, nous allons trouver par exemple un premier outil qui est Zoom Région. Donc nous allons le sélectionner dans le menu déroulant et nous allons l'activer en cliquant sur l'outil. Cet outil va nous permettre de cliquer avec le bouton gauche de la souris et de glisser en définissant une zone, ce qui va permettre en fait de zoomer sur cette partie. Nous allons retrouver le zoom arrière 2 fois qui nous permet de dézoomer par rapport à notre vue. Nous allons ensuite trouver le zoom to qui nous permet de zoomer sur l'ensemble des informations visibles dans la vue. Et nous allons trouver le zoom to général qui a la même fonctionnalité que zoom to mais qui va s'appliquer lorsque nous avons plusieurs vues en mosaïque. Donc par exemple ici les vues ne sont pas spécialement cadrées et Zoom to va nous permettre de tout recadrer automatiquement. Nous disposons enfin d'une dernière option qui est agrandir la taille de la feuille. Ça va nous permettre d'agrandir la vue à la taille d'impression. Dans cette leçon, nous allons aborder les outils de navigation 3D. Pour cette leçon, nous allons ouvrir une vue 3D dans notre fichier de navigation. Donc dans l'arborescence, vous pouvez ouvrir présentation de projet sous vue 3D. Nous allons commencer avec le clavier et la souris. La molette de la souris va nous permettre, comme en 2D, de zoomer en avant et en arrière en fonction du sens de rotation de la molette. Maintenir la molette enfoncée et déplacer le curseur de la souris va nous permettre de faire un pan. Et enfin, maintenir la molette enfoncée et appuyer sur la touche Shift va nous permettre de faire une orbite autour de notre projet. Dans une vue 3D, nous avons en haut à droite un cube de navigation. Ce cube nous permet de naviguer automatiquement dans les vues orthométriques du projet. On peut également activer une vue suivant une arête ou un angle. Et n'oublions pas qu'il est également possible d'observer notre projet depuis le bas. Lorsque vous vous situez dans une vue orthométrique, vous avez des flèches autour du cube qui vous permettent de changer de face automatiquement. Nous allons également retrouver les points cardinaux qui nous permettent d'orienter notre vue. Et pour finir, vous allez trouver 2 flèches dans la partie supérieure droite qui vous permettent en fait de faire une rotation complète du projet.
En partie supérieure du cube, vous allez trouver le début. Le début, en fait, réinitie le point de vue original de la vue 3D. En dessous du cube, nous allons retrouver toute une série d'options et d'outils avancés. Ces outils avancés nous permettent par exemple de configurer notre vue 3D suivant des plans d'étage, élévation, coupe et autres vues 3D. On va également retrouver des outils nous permettant d'enregistrer la vue, donc ce sera fort utile lorsque nous allons générer des nouvelles vues par défaut. Et nous allons pouvoir également redéfinir le début de cette vue en cours. Donc par exemple, si nous modifions le point de vue, nous allons pouvoir redéfinir la vue en cours sur début. Et lorsque nous déplaçons notre vue, si nous réappuyons sur le début, automatiquement la vue va revenir dans l'état enregistré. Nous allons ensuite trouver dans la palette de navigation le disque de navigation 3D. De manière similaire au disque de navigation 2D, il va pouvoir être activé. Ici, on voit que j'ai plusieurs configurations possibles pour ce disque de navigation. Toutes ces configurations sont tout simplement des sélections précises de certains outils. Dans le cadre de cette formation, nous allons utiliser le disque de navigation complète qui va nous afficher l'ensemble des informations. Une fois activé, le disque va apparaître et nous allons pouvoir utiliser les différents outils en cliquant avec le bouton gauche de la souris, en maintenant le clic et en déplaçant notre souris. Donc par exemple pour le zoom ici, nous allons maintenir le clic gauche et nous allons faire aller la souris d'avant en arrière pour pouvoir zoomer. Nous avons également l'orbite qui a la même fonctionnalité qu'au clavier et à la souris. Nous allons également retrouver le pan. Nous allons retrouver un centre. Le centre en fait, ou pivot, est un centre qui peut être défini sur toutes les arêtes du projet et qui va servir de centre de rotation par exemple pour une orbite. Donc vous pouvez redéfinir à souhait ce centre pour déplacer le point d'observation, le point de référence à l'observation en orbite. Nous allons retrouver l'outil navigation qui va nous permettre par exemple de faire une visite dans notre projet à l'aide de vues spécifiques 3D de type caméra. Nous verrons cet outil plus tard dans le chapitre des rendus. Nous pouvons également regarder le point d'observation reste fixe et le contexte va se déplacer autour du point de vue. Le haut-bas nous permet de gérer l'altitude du point de vue. Et enfin, rembobiner va nous permettre de retourner dans un point de vue antérieur. Nous retrouvons également tous les outils de zoom, exactement les mêmes que pour les vues 2D. Donc ici, nous pourrions par exemple zoomer sur tout, ce qui va centrer ma vue 3D à ma vue. Dans cette leçon, nous allons voir comment sélectionner un objet ou plusieurs objets et également filtrer notre sélection. Pour sélectionner un élément, vous pouvez tout simplement le survoler avec votre souris et vous allez faire un clic gauche. Alors automatiquement, lorsque vous sélectionnez un élément dans votre interface, vous allez voir ici dans les options les informations qui sont relatives à cet élément de modèle. Pour désélectionner un élément, vous pouvez soit cliquer dans un espace vide de votre projet, vous pouvez également appuyer sur la touche Escape, ou alors vous pouvez utiliser ici la flèche modifiée dans votre ruban, ce qui va automatiquement annuler votre sélection. Pour sélectionner plusieurs éléments comme par exemple l'ensemble de ces toitures, vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée et vous allez voir un petit plus à droite du curseur de votre souris et vous allez pouvoir faire plusieurs clics gauche afin de sélectionner l'ensemble de ces éléments. Lorsque votre sélection est faite, vous allez voir dans les propriétés que vous avez une sélection de 5 éléments de modèle, mais vous allez également le voir en bas à droite de l'interface, vous voyez un petit filtre avec un 5, donc ça vous témoigne que vous avez 5 éléments de modèle sélectionnés. Pour désélectionner un élément d'une sélection, vous pouvez maintenir la touche Shift enfoncée et vous allez avoir un moins qui apparaît à droite du curseur de votre souris. Et en resélectionnant les objets, ceux-ci vont sortir de la sélection. Nous pouvons faire des cadres de sélection pour sélectionner plusieurs éléments visibles dans une vue. Donc en traçant un cadre de la gauche vers la droite, je vais pouvoir sélectionner en fait tous les éléments
compris entièrement dans ce cadre de sélection, tandis qu'en faisant un cadre de sélection de la droite vers la gauche, nous allons sélectionner l'ensemble des éléments dont la géométrie croise le cadre de sélection. Nous pouvons également filtrer notre sélection. Donc lorsqu'une sélection est réalisée, nous allons avoir un onglet Modifier sélection multiple et nous allons trouver le filtre. Le filtre nous permet d'accéder à la liste complète des catégories d'éléments de modèle qui sont dans la sélection et vous pouvez également voir dans la colonne centrale le nombre d'éléments de cette sélection. Nous pouvons tout sélectionner ou ne rien sélectionner ou manuellement sélectionner ou désélectionner des catégories. Donc ici, on va ne rien sélectionner et nous pourrions par exemple descendre à toit, resélectionner le toit, faire appliquer OK et maintenant notre sélection ne comprend plus que des éléments de toiture. Dans cette leçon, nous allons enregistrer une sélection d'éléments de modèle. Pour cette leçon, vous pouvez ouvrir la vue en 3D présentation du projet du fichier de navigation dans le dossier du chapitre 3. Dans cette vue, nous pouvons par exemple faire une sélection de toiture et de mur. Et dans les options de modifier sélection multiple, nous allons retrouver un menu sélection qui nous permet en fait d'enregistrer, de charger ou de modifier une sélection. Donc ici, nous allons enregistrer notre sélection. Nous allons lui donner un nom, sélection 1 par exemple. Nous faisons OK. Et maintenant, lorsqu'on désélectionne notre sélection, nous allons pouvoir la récupérer. Pour récupérer notre sélection, nous allons aller dans l'onglet Gérer. Dans la section Sélection qui se trouve sur la droite, nous allons pouvoir à nouveau enregistrer, charger et modifier la sélection. Donc si nous voulons charger, nous allons cliquer sur Charger la sélection et là nous allons retrouver dans notre liste de filtres ici la sélection numéro 1. Si nous faisons OK, automatiquement les éléments de cette sélection vont être sélectionnés. Alors nous pouvons également modifier la sélection. Donc en modifiant la sélection, nous allons devoir la choisir. Donc on va retrouver ici notre filtre de sélection, sélection 1. Nous allons modifier cette sélection et lorsque nous avons activé la modification de la sélection, nous allons avoir différents outils qui nous permettent d'ajouter à la sélection, de supprimer à la sélection et nous devrons terminer ou annuler ces modifications. Donc par exemple, si nous voulons ajouter un élément, nous allons pouvoir sélectionner différents éléments dans notre vue. Ces éléments vont apparaître en noir en teinte normale. Si je veux supprimer des éléments de la sélection, on voit également que les éléments qu'il est possible de supprimer apparaissent en noir, donc les teintes sont inversées. Et je vais pouvoir resélectionner mes murs pour les enlever de la sélection. Et quand nous avons terminé ces modifications, nous pouvons finir la sélection. Dans cette leçon, nous allons aborder rapidement l'ensemble des outils d'amélioration de la sélection. Pour cette leçon, vous pouvez ouvrir la vue en plan du niveau 1 ARC bâtiment du projet de navigation du chapitre 3. Les outils d'amélioration de la sélection sont des outils qui permettent d'ignorer ou de considérer certains éléments en fonction de certains critères afin de les sélectionner ou non. Ces différents outils se trouvent dans le ruban en dessous de la flèche de modifier. Nous allons les retrouver dans l'onglet architecture, structure, acier, système et modifier. Nous allons également trouver tous ces outils en bas à droite de l'interface, donc c'est leur raccourci pour être activé ou désactivé. Nous allons utiliser par exemple ici la troisième option qui nous permet en fait de sélectionner les éléments verrouillés ou non. Donc actuellement, les éléments verrouillés peuvent être sélectionnés car il n'y a pas de croix rouge sur l'outil. Et par exemple ici, dans ce projet, les lignes de quadrillage, donc les axes, sont verrouillés et je peux les sélectionner quand cette option est active. Si par contre cette option est désactivée, donc nous allons cliquer dessus et automatiquement une croix rouge apparaît, il n'est pas possible de sélectionner les lignes de quadrillage parce qu'ils sont verrouillés.
Dans l'ordre, nous avons la possibilité de sélectionner ou non des liens. Donc les liens sont les maquettes Revit, les maquettes de CAD, les maquettes IFC, les fichiers de dessin 2D également. Donc tout le contenu qui peut provenir de l'extérieur de Revit et qui serait utilisé en lien dans l'interface. Nous allons en deuxième lieu pouvoir sélectionner ou non les éléments de niveau en fond de plan. Donc nous verrons que nous allons utiliser d'autres niveaux en fond de plan du niveau qui est actif pour par exemple redessiner des éléments exactement dans le même alignement. Cette option va nous permettre de sélectionner ou non les éléments d'un autre niveau. J'ai également la possibilité en quatrième position de sélectionner les éléments par face et cette option en fait me permettrait, si elle est active, de sélectionner les sols à l'aide de la sélection par leur face. Si cet outil est désactivé, nous n'aurons pas la possibilité de sélectionner les sols. Nous avons une dernière option qui est faire glisser les éléments dans la sélection. Alors je vous recommande par défaut de désactiver cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité ne nous permet pas par exemple de déplacer un élément sans préalablement l'avoir sélectionné. Donc je m'explique, par exemple, nous allons créer des cadres de sélection, mais si je crée un cadre de sélection, il est possible en réalité que je sélectionne un élément avant de créer mon cadre de sélection et dans ce cas-là en fait en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncée il va être possible de le déplacer sans précision. Donc le fait d'activer cette fonctionnalité va m'obliger en fait à sélectionner tout d'abord l'élément et puis je vais pouvoir éventuellement le déplacer et ça va me prémunir dans le cas où je veux dessiner des cadres de sélection de ne pas sélectionner un élément et de le déplacer par erreur. Dans cette leçon, nous allons parler de certaines touches principales à utiliser lors des manipulations des éléments de modèle 3D et 2D. Nous allons également aborder certains raccourcis clavier importants pour la gestion des vues. Pour cet exercice, vous pouvez ouvrir la vue du niveau 1 ARC bâtiment du fichier de navigation dans le dossier du chapitre 3. La touche tabulation va nous permettre d'alterner les possibilités de sélection. Donc par exemple ici avec le curseur de notre souris, nous allons survoler le raccord entre un mur rideau et un mur normal de façade, mais nous pouvons voir également qu'il y a des lignes de construction. La touche tabulation va nous permettre d'alterner entre les différents éléments pour pouvoir les sélectionner. Donc cette touche va nous permettre de sélectionner exactement l'élément qui doit être sélectionné ou modifié. La touche tabulation va nous permettre également de sélectionner un ensemble d'éléments comme par exemple ici les murs de façade afin de récupérer l'ensemble des murs de façade dans une seule sélection. La barre d'espace va nous permettre de faire une rotation à 90 degrés des éléments de modèle. Nous verrons également que la barre d'espace nous permet d'orienter lors de la création d'éléments de modèle cet élément de modèle suivant un angle particulier. La touche Enter nous permet de répéter une opération. Donc, je vais par exemple sélectionner un mobilier et nous allons le déplacer. Lorsque cet élément est déplacé, en appuyant sur la touche Enter, automatiquement le dernier outil utilisé va être réactivé. Enfin, nous disposons de différents raccourcis clavier pour zoomer directement sur nos vues. Par exemple, ici, nous pouvons introduire au clavier ZE, ce qui va avoir pour effet de cadrer la vue à l'ensemble des informations disponibles dans cette vue. Nous disposons de ZO ou de ZV qui va nous permettre en fait de dézoomer deux fois par rapport au point de vue précédent. Nous avons le raccourci clavier ZR ou ZZ qui nous permet en fait de définir une zone de zoom. Et nous avons enfin le raccourci ZS qui nous permet de zoomer et de placer la vue exactement à la taille de son impression. Donc pour le répéter, l'ensemble de ces raccourcis correspondent à toutes les fonctionnalités de zoom présentées précédemment. Dans cette leçon, nous allons configurer les accrochages. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser le niveau 1 ARC bâtiment du fichier navigation qui se trouve dans le dossier du chapitre 3. Les accrochages sont des points particuliers sur les éléments de modèle qui permettent d'amarrer, d'ancrer
d'autres informations sur ces points. Donc par exemple ici, si nous voulons dessiner un nouveau mur et que nous nous approchons des extrémités d'un autre mur, vous allez voir par exemple ici un carré rose. Nous pouvons également avoir des accrochages sous forme de croix rose ou de triangle suivant la position par exemple au centre des éléments de modèle. Donc nous allons configurer la visibilité et la réactivité automatique de ces éléments d'accrochage. Pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet Gérer du ruban et nous allons activer le menu Accrochage. Le menu d'accrochage nous propose de désactiver ou d'activer l'ensemble des accrochages. Donc par défaut, nous allons laisser les accrochages actifs. Nous avons la possibilité dans une première partie de définir des incréments. Alors ces incréments vont automatiquement nous proposer des valeurs d'angle et des valeurs de dimension. Vous pouvez remplir également de nouvelles valeurs dans ces champs. En partie centrale, nous allons retrouver l'ensemble des accrochages. Donc nous voyons qu'ils sont tous actifs par défaut. Vous voyez également qu'ils disposent de raccourcis clavier pour être activés ou désactivés. Lorsque vous démarrez avec le logiciel Revit, je vous recommande de laisser tous ces accrochages actifs. Enfin, en partie basse, vous allez également trouver des raccourcis clavier, mais également les touches Tab et Shift. Tab qui par exemple nous permettent de parcourir les accrochages et Shift qui va nous permettre, quand cette touche est enfoncée, de forcer un dessin horizontal ou vertical. Lorsque vos accrochages sont configurés, vous pouvez appuyer sur OK. Dans cette leçon, nous allons configurer les options de l'interface. Pour cette leçon, vous pouvez activer le projet navigation dans le dossier du chapitre 3. Pour activer les options, nous pouvons aller dans l'onglet Fichier et nous allons sélectionner au bas du menu déroulant les options. Le menu des options est organisé par thème. Dans le thème Propriété générale, vous avez la possibilité de gérer l'intervalle de rappel d'enregistrement. Donc pour information, le logiciel ne va pas enregistrer des sauvegardes automatiques pour vous, il va créer des sauvegardes automatiques lorsque vous enregistrez. Et cette option va vous permettre en fait de définir la fréquence de rappel qui vous invite à enregistrer votre fichier. Vous avez également ici la possibilité de modifier votre nom d'utilisateur. C'est intéressant par exemple quand vous travaillez dans des fichiers collaboratifs. Dans Interface utilisateur, nous avons la possibilité ici d'activer ou de désactiver les différents onglets du ruban. Je vous invite à laisser tous les onglets actifs dans le cadre de cette formation. Nous avons également en dessous des options pour configurer les raccourcis clavier, nous verrons ça plus tard. Et nous avons également des options pour gérer l'affichage et le comportement de la souris. Dans Graphique, vous allez trouver des options de performance par rapport à la navigation dans la vue. Ça concerne en fait tout ce qui est régénération de vue, donc vous pouvez éventuellement désactiver ces fonctionnalités si votre carte graphique ou votre processeur est un peu plus faible. Il en va de même pour mode graphique. Dans couleur, vous allez pouvoir personnaliser la couleur de l'arrière-plan ainsi que des éléments sélectionnés, des alertes, des calculs et des modifications d'armature. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan, mais n'oubliez pas que le logiciel Revit est prévu pour vous afficher l'information telle qu'elle va être imprimée, à quelques exceptions près. Donc si vous changez l'arrière-plan dans une teinte foncée, l'ensemble des couleurs vont être inversées, ce qui peut porter à confusion. Si vous avez des troubles de vision des couleurs, vous pouvez évidemment changer les couleurs dynamiques de sélection, d'alerte et de calcul et de modification d'armature. Tout en bas, nous allons retrouver l'apparence du texte de code temporaire. Donc nous allons étudier les codes temporaires. Cette option permet ici de régler la taille d'affichage de cette cote. Dans Matériel, vous avez la description de votre matériel graphique qui sert à générer les informations visuelles dans l'interface. Vous pouvez également désactiver ces options si votre matériel subit des ralentissements. Dans Emplacement fichier, nous allons configurer l'emplacement des fichiers de gabarit de projet et nous pouvons également configurer l'emplacement des fichiers par défaut.
Alors par exemple ici, nous pourrions rajouter des gabarits qui vont être visibles directement dans l'interface de départ lorsque nous créons un nouveau projet. Nous pouvons appuyer sur le plus et nous pouvons naviguer dans le dossier de la formation. Nous pouvons naviguer jusqu'au dossier 00 gabarit et famille FRINTL. Nous allons ensuite aller dans le dossier gabarit de projet FRINTL. Et là, nous allons trouver les différents gabarits utiles dans chacune des formations architecture, structure ou mécanique du bâtiment. Nous allons pouvoir sélectionner ces gabarits, les ajouter en fonction de votre discipline. Ils vont apparaître au bas de la liste. Et là, vous allez pouvoir les monter pour les faire apparaître tout en haut. Dans la partie centrale, vous allez retrouver les chemins d'accès vers les fichiers locaux lors du travail collaboratif. Vous allez également retrouver le chemin d'accès vers les gabarits de famille installés avec le logiciel et nous pouvons également configurer le lieu de positionnement des nuages de points pour pouvoir les récupérer directement dans notre projet. Tout en dessous, nous allons également trouver des chemins d'accès vers les workflows d'analyse des systèmes pour la mécanique. Dans Rendu, nous allons pouvoir également configurer un chemin d'accès vers lequel les fichiers de rendu seront automatiquement enregistrés. En cliquant par exemple sur le plus, nous allons pouvoir naviguer jusqu'au dossier de la formation et vous pouvez par exemple utiliser le dossier ZZ projet en cours pour définir le lieu d'enregistrement de vos rendus. Nous allons dans Vérifier l'orthographe, configurer le comportement de correction de l'orthographe, mais également le dictionnaire actif dans le logiciel. Dans Steering Wheels, nous allons configurer le comportement des disques de navigation 2D et 3D. Dans View Cube, nous allons configurer le comportement du cube 3D dans les vues et axonométrie 3D. Et la section macro vous permet de gérer les macros dans le logiciel. Une fois que vos options sont réglées, vous pouvez faire OK et elles vont être appliquées automatiquement dans votre interface. Dans cette leçon, nous allons configurer nos raccourcis clavier. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser le fichier de navigation qui se trouve dans le dossier du chapitre 3. Pour accéder au menu de configuration des raccourcis clavier, nous pouvons aller dans Fichier. Nous allons activer l'outil Options. Et dans Interface utilisateur, nous allons trouver l'outil raccourci clavier qui nous permet d'accéder au menu. Nous pouvons également accéder au raccourci clavier en activant l'onglet Vue du ruban et en allant dans Interface utilisateur. Donc pour rappel, nous avions utilisé l'interface utilisateur pour activer les palettes de propriétés et d'arborescence. Et tout au bas de ce menu déroulant, nous allons retrouver le menu de raccourci clavier. Le menu de raccourci clavier est organisé suivant 3 colonnes. La première colonne reprend l'ensemble des outils. La deuxième colonne va reprendre les raccourcis clavier actuels. Et la troisième colonne reprend les chemins d'accès pour accéder à ces différents outils. En partie haute, nous avons la possibilité d'effectuer une recherche. Et nous avons également la possibilité de filtrer ces outils en fonction de leur position dans les onglets du ruban. Alors par exemple, si nous cliquons sur Commande, ça va avoir pour effet de classer les outils dans un ordre alphabétique. Nous pouvons par exemple descendre jusqu'à un outil comme Lier Revit. Et là, j'ai la possibilité ici, au bas de ces colonnes, d'appuyer sur les nouvelles touches. Donc par exemple, nous allons utiliser un raccourci non utilisé, NT. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter ce raccourci. Automatiquement, on voit que le raccourci apparaît dans la liste et je pourrais également rajouter un autre raccourci. Donc je vais rajouter ici MT par exemple. Je vais l'attribuer et là nous voyons maintenant que pour lier un fichier Revit, nous avons 2 raccourcis qui peuvent être utilisés. Alors pour supprimer un raccourci, vous allez le sélectionner dans la liste, dans la deuxième colonne et vous allez tout simplement appuyer sur Supprimer. Enfin, il est possible d'enregistrer vos raccourcis clavier en exportant ces raccourcis clavier. En effet, il n'est pas possible de récupérer directement les raccourcis clavier entre différentes interfaces de Revit, mais également si vous utilisez plusieurs ordinateurs, il sera utile de récupérer vos raccourcis clavier. Donc la fonction d'export va vous créer un fichier de données qui pourra être importé dans les autres interfaces afin de récupérer vos raccourcis clavier. Une fois que vos raccourcis sont configurés, vous pouvez appuyer sur OK.
Dans cette leçon, nous allons configurer notre barre d'outils d'accès rapide. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser l'exercice de navigation qui se trouve dans le dossier du chapitre 3. Par défaut, la barre d'outils d'accès rapide se trouve en partie supérieure gauche de l'interface. Elle peut être positionnée en dessous ou au-dessus du ruban. Donc par exemple, nous pourrions cliquer sur la flèche orientée vers le bas tout à droite de la barre d'outils d'accès rapide et ça nous permet en fait d'activer ou de désactiver les outils faisant partie de cette barre d'outils d'accès rapide, mais également de l'afficher sous le ruban. Donc la barre d'outils d'accès rapide est un outil puissant car elle permet à l'utilisateur d'ajouter tous les outils nécessaires dans le ruban, de donner un ordre également à ces outils. Par rapport à la partie supérieure, vous avez remarqué que vous avez la version du logiciel, le nom du projet et également le nom de la vue. Et du côté droit, nous avons également les options de connexion et les outils pour accéder à l'aide en ligne. Positionner la barre d'outils d'accès rapide en bas du ruban donne un avantage, c'est celui de disposer en fait de toute la largeur de l'écran afin de pouvoir y positionner des outils de manière organisée. Nous allons par exemple rajouter des outils dans l'onglet Vue. Nous allons rajouter tous les outils qui se trouvent dans la section Fenêtres. En effet, ces outils vont être souvent utiles pour la gestion des différentes vues dans notre interface. Donc nous pouvons tout simplement faire un clic droit sur un des outils et faire ajouter à la barre d'outils d'accès rapide et automatiquement cet outil va être ajouté dans notre barre d'outils d'accès rapide. Nous pouvons également rajouter fermer inactif, les vues en onglet et les mosaïques. Et là, vous allez voir l'ensemble des outils se rajouter et également avec leur possibilité de menu déroulant. Nous allons maintenant organiser cette barre d'outils d'accès rapide. Donc il est possible d'intervertir certains outils, il est possible de désactiver certains outils, il est possible également de mettre des séparateurs, donc des petites sections entre des groupes d'outils. Pour ce faire, nous allons à nouveau cliquer sur la flèche orientée vers le bas du côté droit de la barre d'outils d'accès rapide et nous allons descendre jusqu'à personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Dans ce menu, nous voyons du haut vers le bas l'ensemble des outils qui composent notre barre d'outils d'accès rapide. Nous pouvons par exemple sélectionner nos vues en onglet et à l'aide des flèches le faire aller vers le haut. Nous pouvons également faire aller les outils vers le bas. Nous pouvons également, après une série d'outils, ajouter un séparateur, ce qui va nous permettre en fait d'ajouter une ligne grise de séparation pour commencer une autre série d'outils. Nous retrouvons également la possibilité d'afficher la barre d'outils d'accès rapide sous le ruban et nous avons un outil qui nous permet de supprimer des outils de la barre d'outils d'accès rapide. Une fois que votre barre est configurée, vous pouvez faire OK et la mise à jour va se faire automatiquement dans votre barre d'outils. Dans cette leçon, nous allons personnaliser l'ordre des sections d'outils dans le ruban de l'interface. Pour cette leçon, vous pouvez utiliser le fichier navigation qui se trouve dans le dossier du chapitre 3. Avant de commencer cette leçon, je vous invite à observer cette leçon et ne pas modifier l'ordre des sections d'outils du ruban. Parce que si vous changez l'ordre, il est possible que vous ne retrouviez plus les outils dans le même ordre que les vidéos de cette formation. Et cela peut évidemment porter à confusion. Nous pouvons par exemple dans l'onglet Architecture sélectionner le groupe d'outils Création et en sélectionnant le nom du groupe d'outils, vous pouvez faire un clic gauche et glisser. Cela va vous permettre en fait de sortir le groupe d'outils du ruban. Et donc là, vous allez pouvoir le déplacer à nouveau en cliquant avec le bouton gauche de la souris sur Création. Vous pouvez également le remettre à son état initial ici en cliquant sur le bouton Rattacher les groupes de fonctions au ruban. Donc automatiquement ici, mon groupe d'outils va réapparaître à son emplacement initial. Je peux également resélectionner ici le groupe d'outils et aller l'insérer entre deux autres groupes d'outils. Et donc là, je vais avoir un changement d'ordre dans l'ensemble de ces groupes d'outils. Donc il faut évidemment faire attention avec cette option. Nous allons repositionner notre groupe d'outils à sa position initiale.
Donc je vais reprendre ici le groupe d'outils avec son titre création et je vais le repositionner tout au début à l'aide du curseur de ma souris. Et là, mon groupe d'outils revient à son état initial.